Allez, calendrier économique de cette semaine. On va démarrer par ça. On va penser à aller chercher. Salut Richard. Salut. Pardon. On va penser à aller chercher les résultats aussi. Hop. Et donc, on sera le 12 janvier. Le 12 janvier, donc 16h, indice des tendances de l'emploi. Indice des tendances de l'emploi. 3 mois, 6 mois, Bostik. Et c'est tout. Et 18h30, on va avoir Bostik. 18h45, Barkin. 19h, T-Note 10 ans. Voilà, c'est tout pour lundi. Mardi 13. Ah, l'IPC, ça c'est pas mal, le CPI qui arrive. Donc, 14h30, le CPI. C'est pas grave, Richard, le temps qu'on ait fait le calendrier, tu seras arrivé certainement. CPI, donc l'IPC Core, qui est une première tendance d'inflation, on va voir ça a quand même une importance. 14h15, les variations hebdomadaires de l'emploi ADP, c'est pas mal aussi. On peut se le marquer aussi. Bon, ce sera forcément avant marché, mais il faut le regarder. IPC de Cleveland à 17h, on va se le marquer aussi. Hop, 17h, IPC Cleveland. Voilà, et on est déjà au 14 janvier. 14 janvier, taux hypothécaire tranquille, 10 production, vente au détail, il n'y a pas grand chose. Hein. Les ventes au détail, 14h30. Mais bon, ce ne sera pas essentiel pour vous. C'est plus pour un travail d'analyse. Vente au détail, vente de logement 16h, donc tac. 17h, on peut mettre le router Ipsos. Je sais pas si bon s'ils garderont l'intérêt, parce qu'on voit quand même que l'emploi est devenu un sujet central. Donc 17h, on va mettre mais bon, ça va être mis 18h, GDP d'Atlanta. Et 18h, Kashkari, Bostik, le Beige Book à 20h. Alors, 18h, Kashkari, on va en parler justement. Bostik à 18h aussi. 20h, le Beige Book. Bon, le Beige Book, on va rien trouver. Quoique, bon, le Beige Book, on va avoir des infos un peu sur l'économie américaine. Et 20h10, Williams, donc suite au Beige Book, ça risque d'être un peu intéressant d'entendre un peu Williams suite à la publication du Beige Book de la Fed. Le Beige Book de la Fed, c'est en gros un livre qui détaille les informations que chaque Fed, de manière indépendante, a sur son territoire, avant de le mettre en commun après, eux tous ensemble. Le 15 janvier, inscription hebdo au chômage, comme d'hab, 14h30, 14h45, PMI manufacturier, 15h15, le VP de la Fed Barr, c'est pas mal ça, hop,
On va se le mettre quand même, ça se rapproche de l'ouverture, 15h15. À voir un peu s'il a un effet, surtout après la publication des chiffres du chômage. 18h40, Barkin. Et bilan de la Fed, bon, 22h30, ce sera fermé. Ce sera pas mal pour nous. Bilan de la Fed, ça c'est assez intéressant, ça je vais me marquer pour nous, pour les travaux d'analyse, parce que on le sait, hein, il va falloir que la Fed réduise son bilan. Et on avait vu que ça inquiétait Powell, hein, c'est ça, la fameuse liquidité dans la machine. Et justement, Powell avait annoncé un petit peu une reprise des achats, alors qu'on trouve qu'il y a trop d'endettement. Donc c'est la trajectoire qui doit être inversée, il avait dit, qui n'était pas soutenable. La dette l'était, mais pas la trajectoire. Discours de Bowman à 17h vendredi. On est déjà vendredi 17h, puisque 15h15, production Indus, on s'en fout un peu. On va directement sauter donc à 17h, Bowman, donc vendredi très très soft. Et c'est tout, je crois, pour vendredi. Ouais, voilà, c'est tout. Ok. Donc vendredi, on se remettra de nos émotions. Oui, 21h30, Jefferson, si vous voulez l'écrire. Bon. Allez, après, on va regarder un peu les résultats des entreprises. Qui c'est qu'on peut avoir d'important? Déjà? Ça serait déjà? Début janvier? Là, on commence à être mi-janvier. Hein. Cette semaine, c'est le 15. Ouais. Donc, D'accord. on va regarder les entreprises importantes déjà. Tu vois, JP Morgan, ça va être les premiers résultats. Voilà, JP Morgan, les bancaires, souvent, c'est eux qui démarrent. Hein. Donc, c'est là, ils ouvrent le bal. Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, tu vois, Citigroup, Jeudi, tu vois, Bank of America. Souvent, les mercredi. bancaires, c'est eux qui commencent les publications de résultats. Donc là, on le voit bien. Il y a toutes les bancaires en fait qui vont commencer dans la semaine. Et donc, ça va avoir un peu d'importance parce que, alors, bon, oui, en plus avant ouverture, donc ça, regardez-le parce que c'est publié avant ouverture. Je vous conseille de vous noter de le regarder mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que du coup, ça donne un peu déjà un sentiment de l'économie. Et si vous voulez, forcément, Moi, je suis là. ça peut inquiéter ça peut, comment dire, justifier un mouvement à l'ouverture ou aussi ou baissier. S'il y a eu de très bons résultats juste avant l'ouverture, forcément, même si nous, on est plutôt sur le Nasdaq, forcément, ça va tirer un peu le marché Comment tu dans fais un pour sens ou aller un là, autre. s'il te plaît? Calendrier économique, mais quand tu Ouais. es ici, tu vas dans le résultat. D'accord, merci. Ok, donc ça, marquez-vous-le Mhm. avant le marché. Hein. On va voir que c'est quand même, ça prend un peu de. Bon, je ne vous dis pas que ça va changer le cours de votre journée, mais voilà, vous serez mieux de le savoir que de ne pas le savoir. Mhm. Et c'est pas mal. Allez, on est bon. Voilà pour l'aspect du calendrier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Bon, il n'y a pas, il y a que des Ouais. personnes habituées, donc ça devrait aller. Allez, on va devoir, du coup, on bascule directement sur la macro. Sur la macro, je vais juste, hop, basculer là-dessus. Hop, hop, hop. Et là, on va avoir ça, ça et ça. Et ça là. Allez. Donc,
On va commencer par les chiffres de l'ISM qui vont nous intéresser là un petit peu, enfin les chiffres qui nous ont intéressés, pas qui nous ont intéressés. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a, un ensemble de données aux États-Unis qui est assez hétérogène. C'est un sentiment un peu particulier. On a vraiment un ensemble de stats qui est complètement un petit peu différent, qui sont différentes et du coup, ça amène un sentiment, assez erratique avec, donc notamment cet indice ISM service qui est ressorti, vous le voyez ici, proche de 54. Donc, cet indice ISM qui ressort à 54, qu'est-ce que ça nous apprend, si on peut dire? C'est que c'est la première fois déjà depuis plus, d'1 an, comme on le voit là, puisque là, on est à juillet 2024, hein, vous voyez 2024, on avance vers 2025. Donc, c'était la première fois depuis plus d'1 an qu'on était sur cette zone de 54. Et donc, c'était même sur cette zone, une zone qui est assez forte. On revient donc sur cette zone, c'est ce qui est bon et surtout, ça ressort ce qui est ressorti en amélioration dans cette ISM, c'est la composante emploi. Donc, c'est assez surprenant, hein, puisque on était contracté sur cette composante-là la fois d'avant, et aussi la composante donc nouvelle commande qui elle aussi se redresse. Si cet indicateur est fiable, il traduit un sentiment pour des grosses entreprises du secteur des services plutôt positif. Et puisque l'économie américaine dépend à plus de 70% des services, cela ça peut donner un signe voire même de réaccélération de l'économie. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu dans la même semaine donc les chiffres JOLTS, les chiffres JOLTS sur l'emploi, comment on doit les percevoir, hein, c'est assez clair, c'est que en gros, lorsque le chiffre JOLTS il monte ou il est élevé, on sait que les entreprises, ça permet de savoir que les entreprises, elles ont besoin de recruter et que donc elles sont dans un bon signe. C'est un bon signe économique parce que si elles ont besoin de recruter, c'est qu'elles sont dans une demande qui est croissante et qu'elles ont, elles ont de la demande à laquelle répondre. Donc, si à l'inverse, le marché de l'emploi il se contrainte et que le chiffre JOLTS il baisse, ça indique plutôt un ralentissement, un signe d'inquiétude ou de faiblesse économique de la part des entreprises. Et là, on a eu un chiffre ISM donc qui lui est ressorti avec une composante emploi qui se redresse et qui surprend par rapport au mois d'avant, un chiffre ISM proche de 54. Pour rappel, 50, c'est le seuil neutre. En dessous de 50, c'est pessimiste et au-dessus de 50, c'est positif, optimiste. Et donc là, on pouvait s'attendre à un chiffre JOLTS du coup qui soit dans une dynamique aussi positive, puisque quelques jours avant, on avait cette composante emploi dans l'ISM qui était remontée. Et à la surprise, on a un écart, on a lui un chiffre JOLTS qui se contracte. Et en plus de ça, avec des résultats qui sont, comme l'ISM, assez éloignés du consensus, puisqu'on n'arrive même pas à 7,2, on est à 7,1, 7 millions 1 de création, et donc on a, alors qu'on attendait 7,6. Donc, l'ISM, lui, était plutôt attendu vers 52 de mémoire, il est sorti à 54. Donc là, on peut voir qu'on revient pareillement dans la même zone, vous voyez, que sur l'ADP, en fait, à peu près sur la même période, que sur l'ADP, que sur l'ISM, à peu près dans la même période. Donc, on voit qu'on est sur des chiffres, eux aussi, que ça faisait plus d'1 an et demi qu'on n'avait pas atteint. Et pour confirmer un petit peu ce sentiment, comme je vous disais, donc erratique dans le marché, hein, dans cette, dans oui, attendez, je fais une bêtise, ouais, dans le marché, on a eu derrière le chiffre ADP qui continue, lui, d'être donc un coup en création, un coup en destruction, un coup en création, un coup en destruction, un coup en création, un coup en destruction.
Et donc, il est assez déstructuré, hein, ce chiffre ADP, avec donc cette alternance de création et destruction, mais surtout avec quand même une création que l'on peut voir de plus en plus faible, hein. Là, vous voyez que quand il est positif et quand il est sur des créations d'emplois, elles sont de plus en plus faibles, et que par contre, quand il est à contrario sur des destructions d'emplois, elles sont plutôt, sauf cette étape-là, plutôt soit pareil, soit plutôt sur une de plus en plus élevée, d'accord, des destructions de plus en plus importantes. Et donc, ça va un peu dans le sens du chiffre Joltz, donc les deux se confirment, et donc on a plutôt une économie qui semble donner des signaux de ralentissement. Bon, les chiffres NFP, etc., je vous en passe, on ne va pas refaire tous les chiffres que l'on a vus depuis plusieurs semaines, mais on a plutôt des signaux qui sont sur des signaux d'économie qui pourraient ralentir. Et c'est sauf donc cette surprise d'avoir l'ISM comme ça qui ressort autour de 54. Donc à voir si c'est l'effet un petit peu de fin d'année, de fête de fin d'année qui a dopé ce chiffre ISM, ou s'il peut s'inscrire dans une durée et donc avoir une réaccélération économique. Qu'est-ce que la Fed peut interpréter de ces chiffres-là, puisque c'est ça, nous, quand même, qui va aussi nous intéresser. Ben, on a quand même des personnes de la Fed qui, eux, ont pris la parole, comme notamment Kashkari, qui a voulu rappeler que, en gros, ce qu'il a dit, c'est que seul l'emploi ne pouvait pas contribuer éternellement à baisser les taux. Et donc, en fait, ils veulent nous montrer que tant que la Fed a quand même un double mandat. Et donc, c'est Heu, emploi certes, mais c'est aussi inflation, et sur l'inflation, on ne peut pas ressentir pour l'instant de nouveaux progrès, et donc tant qu'on ne fait pas de nouveaux progrès vers l'objectif, on ne va pas pouvoir juste sur, l'emploi, éternellement se baser que sur l'emploi pour continuer de baisser ses taux. Ce propos de Kashkari aurait dû, je pense, avoir un effet un poil plus important sur les marchés qui s'attendent quand même à plus de baisse de taux que ce que l'on peut, que ce que Price, que ce que donne, a publié la Fed lors de sa dernière réunion. Mais comme on sait que les cartes vont être distribuées à mi-chemin, vers le mois de mai, euh, le marché continue de croire et de penser qu'il y aura plus de baisse que ce que les membres de la Fed ont pu mettre en avant lors de leur dernière réunion avec leur fameux dot plot, où ils donnent une projection de ce que sera, selon eux, à la fin de l'année, à tel trimestre, chaque trimestre, l'objectif de taux, et donc l'objectif d'inflation, l'objectif d'emploi, de chômage, etc., etc. Donc, on sait que Trump doit nommer un président de Fed d'ici quelques mois, et on sait que oui, par contre, il changera sans surprise, sans grande surprise, Jérôme Powell, qui n'est plus son ami et qui, du coup, sera remplacé par quelqu'un qui va dans le même sens que lui. On a donc pour Trump un sujet de Trump qui vient agir sur comment dire, données. La première donnée, c'est celle de tiens, je vais essayer de le rendre un peu plus sympa aussi. C'est une information qu'il a donnée où il veut limiter les dividendes dans les entreprises de défense. Alors bon, vous me direz pourquoi nous, ça peut avoir un tel intérêt pour nous. Voilà, donc veut interdire le rachat d'actions et le versement de dividendes dans les entreprises de défense. Pourquoi? C'est intéressant parce que déjà, premièrement, ça veut dire qu'il s'immisce un petit peu dans le cours de ces actions-là, mais surtout dans cette industrie. Et pourquoi il veut éviter ça? C'est pour que ces entreprises du secteur, elles puissent
elles puissent réinvestir un maximum d'argent et se développer au maximum, parce qu'on sent bien qu'on est quand même dans un basculement ou dans un nouveau climat, en tout cas géopolitique, et que on n'est plus du tout sur on rentre pas sur une décennie ou de paix pour plutôt les 10 ans à venir, mais plutôt quand même même des gros pays comme donc les États-Unis ne vont plus seulement, entre guillemets, faire des guerres sur des pays en difficulté ou pays du Moyen-Orient ou des pays plus petits pour leurs ressources, mais qui puissent notamment être intéressés par d'autres terres et d'autres schémas. Donc du coup, Donald Trump, lui, il veut favoriser les entreprises du secteur de la défense à dépenser plus et à créer plus donc de de produits, hein, de réinjecter l'argent dans le développement notamment. Et on a aussi eu une information de la part de Trump, euh, c'est euh, c'est les entreprises donc institutionnelles de l'immobilier. Alors, Trump, on va mettre Trump. Parce que déjà, ils ont beaucoup d'argent dans leur défense militaire. Oui, mais là, ce qu'il veut, c'est que les c'est pas que l'État investisse plus, c'est que justement les entreprises du secteur de la défense réinjectent l'argent dans leur entreprise et dans le développement et dans la création, plutôt que de distribuer du dividende. Donc, plutôt que de voir ça comme un investissement en termes de rentabilité, on voit ça plutôt comme un investissement en termes de production et de créer plus et de s'armer plus et de développer des nouvelles armes. Donc, être plus à la pointe. Plus, quoi. Voilà. Il veut notamment aussi, donc ça c'est quand même quelque chose qui est très, je pense, qui est plus intéressant que la défense et assez important. Il veut donc essayer de bannir les investisseurs institutionnels de l'achat de maisons individuelles. Ça, c'est quand même un réel enjeu pour l'économie américaine. On touche quand même là un sujet qui est très intéressant, hein. On a beaucoup de mal à se loger aux États-Unis, bon, un peu comme chez nous, hein, vous me direz. Mais les personnes sont de plus en plus tard deviennent propriétaires de plus en plus tard, notamment aussi à cause des prix des maisons qui s'envolent. Et donc, les institutionnels aux États-Unis peuvent acheter des maisons pour faire aussi de la rentabilité et pour aussi avoir des investissements, des fonds d'investissement, hein, vous voyez, qui détiennent des gros portefeuilles de propriété. Ils se sont fait donc attaquer par Trump qui voudrait interdire ça pour laisser la place seule aux particuliers. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que forcément, c'est une bonne manière pour lui de pouvoir lutter contre des taux élevés plus longtemps. Parce que comme on l'a vu lors de notre préparation de l'année, hein, on sait que les taux risquent de rester élevés plus longtemps. On avait eu d'ailleurs notamment aussi Powell qui nous avait informé que selon lui, le taux neutre, souvenez-vous, le taux neutre, c'était le taux sur lequel on reste longtemps en fait, hein, on est figé sur ce taux-là et c'est le taux de rythme de croisière, si on peut dire, de l'économie. Ce taux directeur neutre avait été vu par Powell comme un taux qui serait plus élevé que la décennie précédente, c'est ce qu'il nous avait dit, donc plus élevé qu'avant. Et donc, si effectivement on est sur des taux plus élevés, ça sera quelque chose, une très bonne intervention de pouvoir un petit peu faire baisser ce prix des logements aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, en fait, forcément, si les fonds d'investissement ne peuvent plus être propriétaires, déjà, ils vont devoir vendre certainement une grosse partie de leur parc. Mais en plus de ça, en face, il y aura
des investisseurs, des acheteurs, des propriétaires particuliers qui auront moins de pouvoir de frappe que les institutionnels. Et donc, les prix devront se corréler à la demande de ces individuels plutôt que des institutionnels. Donc, c'est quelque chose qui peut stratégiquement être intéressant et être une manière de lutter contre ces taux plus élevés pour Trump et pour les États-Unis. Voilà un petit peu pour l'actu, si on peut dire un petit peu large. On a une actu aussi qui fait parler, notamment auprès des actions, puisque on a Nvidia qui a eu une information, en fait, donc là, il y a eu plusieurs données. On a notamment une information de la Chine qui aurait demandé à certaines de ces entreprises d'y aller doucement, en fait, tout simplement dans l'achat des puces Nvidia, car selon les dirigeants chinois, ils seraient capables de fournir les mêmes puces en chinois, en fait, hein, les mêmes puces sous bannière chinoise, et donc de ne pas se précipiter dans l'acquisition de puces Nvidia à tout va, parce que il faudrait, pour ces entreprises-là, les inciter à se fournir en chinois auprès d'entreprises chinoises. Et donc, en réponse, Nvidia a demandé aux entreprises chinoises qui commandent des produits Nvidia de payer l'intégralité de leurs commandes lorsqu'ils passent une commande, d'être payés tout de suite pour pouvoir recevoir la marchandise, et non sans délai de paiement comme on peut avoir sur des gros montants comme ça et sur des gros groupes. Donc pourquoi? Parce qu'ils veulent pouvoir se prémunir justement de ces quantités des achats, et qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit après interdit pour ces entreprises-là, et qui du coup leur dirait, bah oui, mais moi, même si tu m'as livré, même si j'ai reçu de la marchandise, je ne peux pas finir par acheter les puces parce que maintenant c'est interdit. Au lieu de te payer ça sur 6 mois, par exemple, comme on l'avait programmé, pour rentrer dans les quotas, je suis obligé d'attendre 1 an, 2 ans, et donc se retrouver un peu le bec dans l'eau avec de la marchandise dehors. Donc maintenant, ils vont avoir l'intégralité des commandes qui seront payés au comptant pour les entreprises chinoises. Et les USA veulent, du coup, enfin les USA, donc Trump, hein, l'administration Trump, envisagerait aussi de taxer l'exportation des produits Nvidia, donc de taxer la société Nvidia directement, même à l'export. Donc, et non plus seulement lorsqu'il y a de l'importation, mais d'augmenter aussi ces taxes-là. C'est un énorme enjeu Nvidia, on le sait, puisque c'est le fleuron de, de l'IA, mais c'est un énorme enjeu aussi géopolitique. La consommation de l'IA, on l'a vu en début d'année sur le travail des cartes de début d'année, c'est aussi une consommation très énergivore, et aussi donc une consommation, alors attendez, tiens, une consommation très énergivore, et aussi donc une consommation qui nécessite des ressources notamment aussi de terres rares, et pas que de pétrole, hein, mais aussi de terres rares. Et le lien est fait pour se rendre compte que en dehors donc de ce qui s'est passé au Venezuela, parce que si on regarde, tiens d'ailleurs, parce que tout le monde dit, je sais pas si je tape ça, si je vais l'avoir. Bah oui, voilà. Si on regarde le cours du Brent, de pétrole, avec le Venezuela, vous voyez, il n'y a pas eu un énorme impact dans le cours, hein. D'ailleurs, même au début, il a plutôt baissé. Après, il s'est redressé, hein, parce qu'il va y avoir une exploitation donc de la part des Américains du pétrole sur place, donc qui devrait pouvoir détenir et fixer un peu plus librement les prix, au lieu de se baser seulement sur ce que font les BRICS, hein, si on peut dire. Donc,
vous voyez qu'on est quand même plutôt sur une tendance fortement baissière, hein, depuis maintenant, un long moment sur le pétrole. Donc c'est pas en dehors de cet enjeu du pétrole. Ce qui est très intéressant, de voir, c'est plutôt, vous voyez que Trump, maintenant qu'il a eu plus ou moins eu, heu, plus ou moins eu le Venezuela, il parle beaucoup du Groenland. On parle beaucoup du Groenland, du coup, dans un enjeu plus grand, dans une manière différente de procéder, bien sûr, puisque ils veulent pas faire un rapt d'un ministre ou d'un président ou autre, mais ils veulent acheter le Groenland au Danemark et donc aux Européens. Euh, il y a du bon lobbying en place qui se fait notamment auprès des élus du Groenland, puisque certains commencent même à prendre la parole en disant que, ma foi, ils se verraient bien sous bannière américaine, en gros, et que seuls les Groenlandais devraient être décisionnaires de ce qui peut leur arriver s'ils doivent être vendus ou pas. Hein. Et donc, il y aurait un deal qui serait fait, hein, pour X millions ou milliers de milliards pour pouvoir passer le Groenland sur la bannière américaine. Et donc, pourquoi le Groenland intéresse les États-Unis? C'est parce que sous la fonte des glaces, il y a quand même énormément de terres rares que les Américains se battent avec les Chinois pour utiliser et pour l'export, puisque les Chinois, à chaque fois que Trump les menace de taxes, la réponse c'est ok, on ne transmettra moins ou on ne transmettra plus de terres rares aux États-Unis. Donc ils veulent essayer de se sortir de cette dépendance énergétique, puisque l'enjeu majeur du Groenland, en plus des terres rares, ça peut être aussi son placement stratégique, puisqu'avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique que nie Trump en bloc et que Trump veut sortir de cette Escrologie. voilà, escrologie si vous voulez, ou de cette mise en place de préservation, de tentatives de préservation écologique, et donc le Groenland pourrait devenir, si cela continue, un endroit de passage très intéressant, un endroit maritime très intéressant pour le commerce mondial, et les Russes et les Chinois l'ont bien compris depuis un moment, puisqu'ils ils essayent eux-mêmes de se développer et de créer des zones commerciales, on va dire des chemins commerciaux en tout cas, sur cet espace-là. Donc c'est pas, nous, ça nous semble tout con. En fait, hein, on se dit, bon, en même temps, le Groenland, il doit y avoir quatre mecs bizarres qui aiment vivre dans le froid toute l'année. Pourquoi, en fait, on s'emmerde, s'il le veut, autant lui donner. Non, s'il le veut, c'est parce que il y a un énorme enjeu, peut-être pour les 100 ans à venir, sur l'emplacement, au niveau de l'emplacement du globe, pour faire court, que dans les ressources à trouver donc là-dessous. Et donc, si on fait le lien avec les actions, on peut voir donc que le marché, lui, on va regarder, le marché est proche finalement de ces sommets, hein, si on peut dire, puisqu'il n'est pas si loin que ça de son plus haut de tous les temps, qui est à 26 400, tout rond, 399 pour être précis, et que l'on a fait presque 27 000 à 3 points près. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder sur ce graphique? Moi, j'aimerais vous montrer quelque chose, c'est que si on prend ce graphique, le graphique est quand même proche de ces sommets. On est, allez, tiens, si on compte là tout de suite, on va dire 25 900, tiens, 25 938, si on devait aller à 26 400, 26 400 divisé par 25 938, on est à 1,78% du plus haut. Donc c'est pas grand chose. Hein.
C'est le plus haut de tous les temps, lui, là, 400? C'est ça? 26 400? Ouais, 26 400. On est à 1, D'accord. on est à 1. Oh, Attendez. salut Alain. Allez, Ouais, on est à 1% presque, donc à quelque chose près, 1,2, allez, on va à 1,02, 1% du plus haut, hein, de tous les temps. Donc c'est quand même c'est pas, cool, là. pas grand-chose, hein. Si on fait fois 1,02, on le dépasse, ouais, voilà, c'est ça. Donc on est, euh, on est à 2% presque, pardon, 1,80% du plus haut de tous les temps. D'accord? Donc 1,80% du plus haut de tous les temps, c'est vraiment proche, hein, du sommet. Et pourtant, regardez, ce qui est quand même assez intéressant pour une fois à noter, il y a des choses qui peuvent être notées. Si on regarde les 7 magnifiques, hein, les 7 magnifiques, donc pour rappel, c'est les 7 magnifiques. Ben, Allez, Microsoft, comme ça, vous montrez que vous participez et que vous comprenez ce que vous moi faites. j'en dis Les deux, 7 Microsoft et magnifiques. Google. Allez, Microsoft, Google. le Allez, les autres suivant. sur le chat, les 7 magnifiques, s'il vous plaît. Tesla, merci Voilà, Alison, ça fait un. Apple, merci Christelle. voilà, Ouais. encore. Donc là, on a Microsoft. T'as dit quoi, toi? Microsoft, J'ai dit Amazon, merci Google, Maxence. Ouais, Google, Meta, merci Jérémy. Microsoft. Voilà. Donc, on a Google, Microsoft, Tesla, Amazon, Apple, Meta. Et il nous en manque un là. Ah ouais, Nvidia, Space, merci ah, Maxence, voilà, Nvidia. bravo. Donc, du coup, les 7 magnifiques, J'ai- si on prend l'indice des 7 magnifiques, hein, vous voyez, c'est celui-ci. Voilà, c'est un indice, c'est tout. Il faut savoir que sur contrat futur, il n'y a pas grand-chose qui n'existe pas. Et donc, ça, c'est un indice qui retrace l'évolution des prix des 7 magnifiques, donc des 7 entreprises les plus puissantes, considérées du moins comme les plus puissantes. Et donc, du coup, celle que l'on vient de citer. Et donc, dans ces 7 magnifiques, on peut voir par contre qu'à l'inverse, on est très loin du compte de son plus haut, parce que le plus haut des 7 magnifiques, c'est dans les 65 $, qui était en décembre 2024, hein, proche de l'élection de Trump, ou du moins, oui, quand on avait su qu'il avait gagné. Et là, on est sur du 35, presque 36 $. Donc, on est très loin du compte. Il nous en Ah oui, manque pas c'est vrai, mal je regardais pour le pouvoir. 45. Pardon? Non, non, je regardais le 45. Ah oui, c'est vrai qu'après, il y a ce petit truc là. Ouais. Voilà. Donc, hop, si je fais d'ailleurs, hop, hop, Voilà. on est à presque, on est à 80. Alors, attendez, presque à x2 là, pas loin. Si 84, hein, on doit faire 84%. Si on veut, si je dis que 65, 70, attendez, mais moi j'ai un bug là avec les pourcentages ce soir, c'est quoi ce délire? Donc, Mais ça fait 50%, c'est non? ça, plus 35, 70. Donc voilà. Donc on a 20% le marché pourrait monter de 80% pour revenir sur son plus haut. D'accord? Donc c'est pas rien. Il a 35 Eh pour ben, 65. eh ben, il manque la même chose. Ah oui, autant pour moi, Oui, pardon. donc il lui manque Ouais, 80%. ouais, ouais, Hein. ouais, pardon. Donc il lui faut, c'est énorme quoi, l'écart qu'il a entre son plus haut et son cours actuel, vous voyez, par rapport du coup à l'inverse à ce que l'on vient de voir, le marché lui d'ordre général là où il est. Et si on regarde les actions de manière individuelle, hein, regardez, Tesla, son plus haut de tous les temps, il est là presque à 500 $, à 498,83. On est actuellement à 450. Donc, on est quand même 450 divisé par C'est écrit en haut. 498, on est C'est 2. 10% plus bas. Si on prend, regardez, on prend, on va dire, du coup, on avait dit, allez, on va les faire dans l'ordre. Il nous avait dit, Michel, Microsoft. Si on prend Microsoft, hop,
on est sur un plus haut à 553 et actuellement on est à 479. Donc si on fait, hop, on est à 14% du plus haut. Si on prend donc, on a dit Apple, tiens, Apple, hop, on est à 259 pour 288. Donc, on est à 11%, presque 10 du plus haut. Tous sont, si on prend Nvidia, plus grosse capitalisation boursière du monde, hop, regardez, on est à 184 pour 212. Donc, on est à 14%, presque 13% du plus haut. Donc, voilà, si on peut tous les faire, hein. Amazon, hop, si vous voulez. Non, tiens, il m'a mis MNQ là. Hop, Amazon. Ici, Amazon, lui, quand même, se revient vers ses plus hauts, mais il est en dessous. Donc, 247 divisé par 258, on est à 5% du plus haut. Le seul, là, vous allez voir, il y en a un qui, forcément, lui, nous fait mentir, si on peut dire, hein, et nous contredit, c'est Google. Google qui, lui, est au-dessus, est exactement à son plus haut de tous les temps, hein, il est dans sa phase du plus haut. Mais quand les autres étaient sur une phase très haute, il était un peu plus bas. Comme si d'ailleurs, parce que Google apparemment a dû lancer quelque chose de révolutionnaire, il se tient au plus haut de tous les temps. C'est quand même assez bluffant d'imaginer ça, parce on perçoit pas trop pourquoi il y a une telle euphorie sur le titre de Google. Je vois pas bien qu'est-ce qui peut autant le porter si haut dans le contexte actuel, mais peu importe. En tout cas, la majorité de ces actions-là sont à 10%, on va dire, allez, de leur plus haut. Et donc, par contre, lui, le marché, on va revenir sur le marché d'ordre général, le marché, lui, est pareil, hein, à 2% de son plus haut, et donc il est à quelque chose près sur son plus haut. Peut-être il peut dans la semaine, s'il clôture la semaine sur son plus haut, vous ne serez pas choqué parce qu'il est tellement proche qu'il n'aura pas gagné grand-chose. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ce que ça signifie, c'est que c'est plus comme à un certain moment, on pouvait le voir et on pouvait le dire, c'est plus les multiples des grosses entreprises qui portent le marché vers le haut. Et c'est actuellement le soutien plutôt des plus faibles qui maintient le marché sur des hauteurs. Et donc, ça me permet, alors ça peut être un bon signe parce que ça permet aux multiples des grosses, des poids lourds, des grosses écuries de s'affaisser un petit peu, hein, de se tasser un petit peu, tant mieux. Mais par contre, le danger, c'est que si les résultats ou si un caillou vient se mettre dans la machine et qu'il y a des signaux économiques moins bons, à votre avis, les investisseurs, ils vont plutôt sur quoi? Ils vont plutôt sur des petites entreprises quand il y a des signaux économiques qui sont dangereux, ou sur des gros fleurons, selon vous? Sur des gros, Sur des gros. Et je donc, pense. si on va plutôt sur des gros, c'est que, et on diversifie son portefeuille et on prend du risque sur des plus petites boîtes, lorsque on est en essor économique, lorsqu'on est Mmh. confiant, lorsque on est prudent, on va moins sur des gros. On va plus sur des gros, pardon. On va moins sur de l'exotisme, on va moins Mmh. sur des petites structures. Et donc là, si les gros, eux, sont à 10% de leur plus haut, mais que le marché, lui, il est qu'à 2% de son plus haut, ça veut dire que c'est l'ensemble des petites entreprises qui permettent de maintenir le marché comme ça sur des hauteurs. Et si on a un élément déclencheur de quelque chose de plus instable, de plus dangereux, la sortie qui pourra s'opérer de prix sur les petites structures peut très vite générer un repli assez important sur le marché, et une perte peut-être de plusieurs pourcents, sans que ce soit une crise ou un effondrement. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Je ne vais pas vous prédire la fin du monde, mais en tout cas, on pourrait avoir un décrochage peut-être de 10% assez rapidement, parce que finalement, le marché est presque 10% trop cher.
par rapport au gros poids lourd. Il est pas corrélé avec ceux qui normalement le tirent vers le haut. Donc, voilà un petit peu un élément que je trouvais intéressant à aborder aujourd'hui. Si on regarde maintenant le graphique dans sa tendance, on peut pas parier à la baisse sur un tel graphique, hein. On peut pas attaquer le graphique à la vente quand on voit un graphique qui se comporte comme ça et complètement haussier, de manière complètement haussière, hein. Donc, peu importe les phases de retracement éventuelles qu'il peut faire, ça ne tient jamais et il ne regarde que toujours vers le haut. On peut regarder par contre la zone qu'on s'était dite intéressante, qu'on s'était marqué la semaine dernière sur le 862. On peut voir ici, regardez, qu'on n'en était pas loin ici le mercredi, ben, pile à la clôture le mardi soir et le mercredi à l'ouverture. Dès que c'est arrivé, il a rendu. Après, même en séance, parce que là, c'est en 1 heure, mais en séance, regardez ici comme on a eu des bougies assez virulentes et d'inversion. Et si on prend même, je crois que c'était en 15 minutes, regardez, c'est un peu plus parlant. Regardez ici, là, en 15 minutes, quand on a touché la zone, comme on a eu un retracement d'une 50aine de points, et c'est pile sur cette zone qu'on est revenu donc dans la semaine se poser. Je ne serais pas étonné, tout ça pour vous dire que je ne serais pas étonné qu'on revienne dessus, forcément, prendre appui, hein, puisque on est en train d'essayer de casser un plus haut. Là, c'est assez flagrant, ce plus haut de la semaine, qui, hop, on va revenir en 1 heure pour que ce soit plus lisible pour vous. Ce plus haut des 27 000 points, hein, là, quelque part, qui est assez évident, avec donc une tentative, deux tentatives. On devrait finir par y arriver, mais il semble évident que, regardez, ici, c'était une zone sur laquelle on n'avait pas réussi de percer. Ici, on l'a percé, on est revenu en dessous. Maintenant, on l'a refranchi, on revient. Soit, vous voyez, on peut avoir un, un beau, un beau signe comme ça, si on revient sur cette zone et qu'on repart avec un beau potentiel là de W, même si, vous voyez, on n'a même pas besoin d'aller aussi bas, même si on revient vers le 750 là, ce serait parfait pour revenir sur 750 et repartir comme ça, puisque, hop, si je fais ça, regardez, lorsqu'il est descendu, l'endroit où il s'est mis un petit peu à faire du range, c'est vers le 750 dans la jambe intérieure. Il a réussi à le recasser comme ça, hein. S'il revient dessus et qu'il commence à repartir, là, ce sera pas mal pour le casser cette fois-ci, pour casser le plus haut du mois précédent, là, à 934, où on voit bien que c'est le blocage qu'il a depuis donc du mois qui est le plus haut du mois de décembre. OK? Donc moi, du moins, ça me semble évident. Donc si dans la semaine, il revient vers le 750, ce sera une très belle zone pour aller chercher du point. Ce serait vraiment un super trade, notamment si certains ont des évals à devoir passer ou en accélérer, ou enfin, du moins, pas sans parler d'accélérer, en tout cas, avec prendre un peu plus de risques sur leur éval, ou s'ils veulent être exigeants dans le point d'entrée de leur PA, c'est la zone la meilleure. Donc, c'est la zone pour moi 25 750. Ça va être zone, on va bien dire 4 étoiles. 4 étoiles. Hein. Pour moi, là, c'est une zone 4 étoiles. La vraie zone 5 étoiles, ben, ça reste le 500. Hein, là, on le voit parce que, vous voyez, il était venu presque le titiller. Le plus bas, il a fait un plus bas là, vers 600, 569. S'il revient pour moi vers 500, je vois mal comment il ne pourrait pas rebondir. Donc, c'est celle-là vraiment la zone la plus intéressante. Hein. En zone 5 étoiles de la semaine. On a au milieu quand même du 25-600 qui marche bien, du 650 aussi, il me semble, de mémoire, ça avait bien marché. Donc voilà, ça, pour ceux qui sont pas mal sur le graphe, vous le savez, mais le 750 là est quand même très, 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 très beau. Ouais.
à l'inverse, donc s'il casse dans la semaine, s'il revient sur le 750 et qu'il casse, qu'il franchit, ben, ça semble évident que le 965, là, cette zone-là que vous voyez très bien ici, hein, sur ce trait rouge-là, ici, c'est pile 965. Vous voyez 965. Donc 965, ce sera une superbe zone pour le reprendre. Il casse, il fait 26 000, il le perce, il s'en va, imaginons 26 200 ou 150 et il revient dessus 26 000, ce sera une très très belle zone pour rentrer. Hein. Le 900, donc du coup 965. Voilà. Donc sur votre palier, ce sera parfait. Hein. Donc cette zone-là, pareil, on va se le mettre s'il franchit. Et là, on voit bien, regardez, que la zone bloquante ici, regardez, c'est celle qui est bloquante ici. On est d'accord, hein, c'est évident. Regardez comme c'est évident. Donc, quand il va le franchir, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose qui le retient. Regardez, jusqu'à presque ici, là, au moins 100, j'ai envie de dire jusqu'ici, là. Regardez, 150. Là, il n'y a que cette zone-là qui a fait une petite accumulation. Une fois qu'il était monté touché 229, 230, il est revenu sur le 150 là, et après il est un peu cumulé avant de recasser à la hausse. Hein. Donc, s'il doit revenir, il faudra juste faire attention. Donc, entre le 150 et le 220, de pas trop y aller quand même. Hein. Entre le 150 et le 220, de ne pas y aller. Ouais. OK. Voilà. Et donc, il peut faire, par exemple, un 26 150, revenir sur 26 000, ça, ce serait super intéressant pour nous. Toucher le 26 000, repartir, ça, ce serait très, très, très bien. Donc, on va se le mettre. Si cassure de 26 000, direction 2650, je touche pas de 2650 à 26220, on a dit. Et retour sur 25 965. Très bon. Voilà. OK. Moi, j'ai marqué ça. Voilà. Hop. Hop, hop. Et donc, là, selon les news, bon, demain, c'est pas grand-chose, pour pas dire rien hein, en nouvelles. Donc, on devrait pouvoir peut-être retracer, revenir un peu sur la zone là, 850, vous voyez, qui serait intéressante, hein, qui était une zone là difficile à franchir pour lui, notre 862, qui est ici, là, notre boîte, et il a eu du mal, il doit revenir travailler dedans, il doit revenir prendre appui, et voir le 750 peut-être en fulgurance, quoi. Mais voilà, on verra. S'il le franchit, si là les Européens franchissent le 26 000 sans eux, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'à l'ouverture, ils reviendront s'appuyer dessus. Voilà, ça c'est sûr. S'ils sont vers le 26, par exemple 26 100 ou 26 080 à 15h30 demain, vous pouvez dire qu'on aura une chute d'une centaine de points. Ils viendront chercher l'Open. Ils viendront chercher ici, là, et cette boîte, et hop, ils repartiront. Donc le 65, là, le 65 50, là, et le 950, il est pas mal. Hein. Et ce sera une belle zone à prendre à ce moment-là. Ça marche. Merci. OK. Donc là, en zone, si le marché descend... me fait flipper, moi. La semaine dernière, on nous a trouvé. Qui? Le 850. Oui, je t'ai dit 7,5, moi, je t'ai pas dit 8,5. Voilà. Donc, s'il descend 7,5, c'est bien. 650 aussi, c'est une bonne zone, là, on le voit, il marche bien, celui-là. Puis ceux qui traitent pas mal, ils ont dû le voir. Et après 25 500. Après 25 500, ben, la même chose que les autres semaines. Hein.
on le voit là, le 25, presque 250, il a fait 265. Ouais. Là, cette zone-là, là, elle est pas mal, hein, 250 par là. Il doit marcher vers ici. Et sinon, eh ben, ça voudra dire qu'il rentre là. Il faut quand même qu'il fasse comme ça et qu'il casse le plus bas d'ici et que donc, du coup, il nous ait plutôt créé une épaule, tête et donc comme ça, épaule pour revenir casser par en bas le graphique. Hein. Vous voyez, épaule, tête, puisqu'il est allé un peu plus haut. Et hop, épaule, il reviendrait, là, il irait à 750 par exemple, ou 650, un peu plus bas, peut-être le 500, il rebondit de 500 à 800, vous voyez. Et là, il redescend, et il casse le 500, là, il faudra pas y être sur un second passage. Hein. Au 500. Ok, ouais, au 500. Voilà. Ok. Donc là, pour aller chercher 250, voire le 25 000. Ok. Voilà. Donc ça, on peut mettre possible TE. Alors, hop, ça, on va se le mettre. Possible TE, si 25 500, rebond 25 800 et retour sur 25 500. Voilà, ça, si on se le marque, alors target 25 000. Voilà, 25 000. Ah, 25 000 carrément. Eh oui, regarde. 1, 2. Et là, si il rebondit sur le 500 et il repart, il peut faire, je ne sais pas où c'est qu'il s'arrête, par exemple un 800 là, comme c'est la zone ici, hein, voire 750 peut-être. Et hop, revenir, quand il va revenir là, mal paraisse. Tu vois, la ferme. Oui, mais je pensais ça le fera 2,5. 1, ça fera 2 ici. Là, ça veut dire qu'il vient jusqu'au bout de cette jambe-là. Hein. D'accord. Donc, épaule, tête, épaule. Voilà. Donc, ça, c'est pour les points bas intéressants possibles. Et donc, les points hauts, c'est que s'il monte, hein, on a dit 26 200, 26 150, 200, on ne touche plus. Retour sur 26. Et après, il devrait plutôt rester dans une phase entre le 26 100 et 26. Pas bien comment, sur quelle news il irait chercher 26 400 comme ça d'un seul coup sur une seule tête, quoi. Il faudrait des news pour faire ça, et là, pour l'instant, il ne les a pas. Bien sûr que j'imagine mal le problème ou la solution du Groenland se faire dans la semaine qui arrive, hein, parce que ça fait pas. On est parti pour des mois de débat et de lobby sur le sujet. Si toutefois on devait avoir quelque chose d'officiel sur le Groenland et que les États-Unis achètent le Groenland, comme c'est milité ou proposé par Trump, le marché exploserait pour moi le plus haut de tous les temps. Mais alors très très vite. Ah oui, bah t'imagines la nouvelle que c'est? T'imagines la nouvelle que c'est pour les États-Unis? Ça voudrait dire que c'est eux qui récupèrent en peu de temps une des réserves de pétrole les plus intéressantes au monde et un des pays qui a le plus de terres rares sur le globe actuellement. Tu crois qu'il y a autant de terres rares là-bas? En tout cas, il y en a plus qu'aux États-Unis. Donc, oui, ils n'en ont pas. Donc voilà. Donc forcément, ça devient intéressant. Forcément, ça devient pour eux très intéressant. En plus, les Chinois, ils ont acheté les 2 ports du Panama. C'est pour ça aussi qu'ils veulent le Groenland. Sachant donc que l'IA est le fleuron des États-Unis et l'avantage économique des États-Unis, forcément, c'est le sujet qui va le plus intéresser. Okay. Qui va faire doper le marché si une telle nouvelle devait être donnée. Hein. Pour ça que ce serait très positif pour le Nasdaq et pour toutes les boîtes tech. Voilà, s'il n'y a pas de questions, c'est fini. Pour moi, tout va bien, j'ai pas de questions, moi. Ben, merci à vous d'être venu et du coup, je vous dis à demain ou à la semaine prochaine. Ouais. Ce que je vois Bisous à tous. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.